Bonjour, bienvenue dans ce troisième webinaire de l'ADN Data. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. L'ADN Data, c'est la plateforme de prospection adossée aux médias l'ADN qui permet aux agences de développer leur business. Si vous ne le savez pas encore, l'ADN Data vous permet un accès direct aux 20 000 premiers annonceurs français. Moi, je m'appelle Marine, je suis la directrice communication et des partenariats de l'ADN Data et j'ai le grand plaisir d'animer cette conversation autour des modèles d'agence, des modèles économiques d'agence qui ont pris des chemins de traverse pour s'imposer sur le marché. Durant l'heure que nous allons passer ensemble, il y aura 2 temps. 2 conversations avec des invités que je vous présente tout de suite et ensuite vous aurez la possibilité de leur adresser des questions-réponses. Nos invités, parlons-en. D'abord, 2 outsiders, 2 personnes qui, avant d'être directeurs d'agence, sont surtout des entrepreneurs. Aurore Abekassi, CEO de Acme Paris, ce qu'elle aime appeler plutôt un cabinet de conseil en événementiel. Et Mathieu Petrella, le cofondateur d'Adsteroid, l'agence d'acquisition impulsée par Meta. Avec eux, on verra comment des entrepreneurs, plus que des directeurs d'agence, plus que des pubards, ont réussi à s'imposer sur ce marché hautement concurrentiel en développant des modèles d'acquisition et des modèles commerciaux différents. Ensuite, nous aurons le grand plaisir d'accueillir à la fois Alexandre Castaing, le directeur de l'agence multiprimée Sweetpunk, et Adrien de Blanzy, directeur de notre groupe, président de notre groupe, l'ADN, qui tous les deux, en fait, ont des agences qui ont rejoint des petits groupes indépendants pour se développer, pour se déployer. Voici la conversation, c'est parti. Bonjour Mathieu, bonjour Aurore. Salut Marine. Bonjour Marine. Aurore, on démarre avec toi si tu veux bien. Allez. Alors Aurore, je l'ai dit, tu n'es pas une communicante au départ. Si je ne dis pas de bêtises, tu as passé plusieurs années dans un cabinet de conseil avant de faire une pause, d'avoir un temps de réflexion et finalement de choisir l'entrepreneuriat, donc d'avoir cette fibre entrepreneuriale. Alors comment tu es allée sur l'événementiel? Comment tu t'es dit, OK, dans ce secteur-là, je sens qu'il y a une opportunité de marché, j'ai envie de me lancer? Raconte-nous. Alors, c'est une bonne question parce que je me pose encore la question de l'opportunité de marché en événementiel qui n'est pas évident. En fait, j'étais en conseil en strat et je me suis dit, j'ai une passion, c'est celle de vivre des expériences et l'émotion, en fait, le live. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un mix des deux, le conseil en événementiel pour justement faire vivre des expériences incroyables autour des marques. D'accord. En 2 mots, j'ai pris des cafés pendant 3 mois avec 3 personnes par jour pour essayer de décanter et de comprendre au fond ce qui m'animait parce que c'était pas simple. Et voilà. Et finalement, ça a été une évidence in fine, même si ce n'est pas simple en effet parce que le marché n'est pas évident en événementiel. Et du coup, on essaye de trouver sa place. Et le conseil en événementiel, je trouve que c'est assez pertinent parce que trop logistique souvent l'événementiel. Et donc l'idée, c'est de remonter d'un cran, d'accompagner les dirigeants et que l'événementiel soit une réponse stratégique et pas logistique. Voilà. Très intéressant. Mathieu, toi non plus, tu n'es pas vraiment un pubard en fait. Non, nous on était e-commerçants avant, avec mes associés. On est devenu en 2019 le plus gros client de Facebook Ads, qui maintenant s'appelle Meta, en Europe. Et donc on a vécu nous-mêmes des croissances qui étaient assez folles, puisqu'on vendait des millions de produits par an. Et en fait, comme on était suivi au plus haut tiers de Facebook Ads en Europe, donc à Dublin, on était suivi par des account managers qui ont eux-mêmes parlé de nous. Et ces account managers, en parlant de nous, en fait, on fait qu'on avait une demande de gens qui étaient aussi suivis à Dublin, de gens qui sont des marques. Et c'est comme ça qu'Adsteroid finalement est né. Et donc, en fait, notre objectif, il est assez simple, c'est de construire les plus grosses success stories sur les réseaux sociaux en Europe pour commencer. Donc, on commence déjà par la France, c'est déjà pas mal. Et voilà à quoi on s'attelle, quoi. Et quelles sont les passerelles que tu identifies entre, d'une part, ton ancien métier de e-commerçant, en ayant fait du dropshipping, je crois, et d'autre part, aujourd'hui, ton agence d'acquisition digitale? Le sujet, il est assez simple. En fait, quand on faisait du e-commerce, on s'est posé la question de quel est le secret qu'on avait et que les autres n'avaient pas. Et en fait, c'était la compréhension de ces algorithmes, des algorithmes des régies publicitaires en social ads. Et en fait, on a décidé de prendre ce secret-là et ce savoir-faire pour en faire profiter en fait les marques, parce qu'en fait le sujet des social ads, il est très très peu connu aujourd'hui en France notamment, et d'ailleurs les marques sont souvent déçues par les résultats qu'il y a. Donc il y a un travail énorme de fond à faire, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors au début on commençait avec des petites marques, on a commencé aussi avec des grosses parce que comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont venus de recommandations de Meta directement, et là on commence à ramp up sur des marques qui sont sympas
de plus en plus. Non pas que les autres ne le soient pas, mais en fait, c'était un peu l'objectif aussi. On a un triptyque chez nous auquel on arrivera peut-être un jour, mais en fait, on a le rêve de bosser avec Apple et avec Hermès et Nike. Donc, il y a des trucs qui se profilent, c'est pas mal. On verra comment ça se passe. Voilà. Mathieu, tu as évoqué un peu ta secret sauce. Toi, Aurore, j'aimerais savoir comment cette proposition de valeur, ce que tu appelles donc ce cabinet de conseil en événementiel, ça t'a permis très vite d'acquérir des gros clients. Donc, tu nous as évoqué tes Dream Clients. Toi, Aurore, tu as eu aussi en 3 ans d'agence de très beaux projets. Je pense à Blablacar, je pense à Dior, je pense à Facebook, je pense à un village récent de Noël que tu as monté qui était super. Finalement, en quoi ce cabinet de conseil en événementiel, quelque chose qu'on entend assez peu, t'a permis d'être très différenciant très rapidement sur le marché. C'est ça ta secret sauce? Toujours pareil, on essaye de l'alimenter et de l'ajourner tous les jours, cette secret sauce, parce que l'idée, c'est toujours d'avoir un temps d'avance. Donc ça, c'est l'enjeu. Je pense qu'effectivement, on a les mêmes Dream Clients et on a la chance, en effet, de travailler avec beaucoup de maisons d'LVMH, des leaders de la tech comme Google, qu'on vient de gagner contre des agences qui étaient là depuis 10 ans, et des institutionnels comme l'ONU, l'UNICEF. Et c'est vrai qu'on se demande toujours qu'est-ce qui a fait qu'on gagne et qu'est-ce qui a fait que parfois on perd. Et en fait, je pense que c'est justement ce côté avant-gardiste où on doit avoir ce temps d'avance justement pour être auprès des dirigeants. Je pense qu'on parle le langage des dirigeants parce qu'on vient du conseil, on a beaucoup de consultants chez nous et je pense que ça nous différencie beaucoup. Et le deuxième élément, c'est qu'on a cet avant-gardisme, cette curation très puissante. On a des directeurs artistiques très forts qui vont à chaque fois faire de la curation auprès des meilleurs artistes, des meilleurs chefs, des meilleurs architectes, des meilleurs designers. Et donc, on va toujours faire des propositions très conceptuelles, mais aussi très concrètes. Donc, il y a le côté dirigeant, concept très puissant et concrétisation avec la curation qui fait que vous pouvez mettre en œuvre même sans nous. Merci beaucoup pour cette première conversation. Aurore nous a parlé tout à l'heure de défragmentation et de structuration du marché. Transition toute trouvée, pour cette seconde conversation. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Castin, dont je voulais présenter en introduction. C'est le directeur de l'agence multiprimée Sweetpunk qui a rejoint le groupe Extend. Et aussi, bien sûr, celui qui nous accueille aujourd'hui, Adrien Deblanzy, le CEO du groupe l'ADN. Alors, bonjour Alexandre. Bonjour. Je vais commencer. Bonjour Marine. Bonjour Adrien. Je vais commencer avec toi Alexandre, si tu veux bien. Ouais. Lorsque tu m'as raconté un peu l'histoire de l'agence, tu m'as dit que lorsque tu l'as créée il y a 12 ans, tu avais vraiment fait de la relation avec le client, de la proximité avec les marques, ton argument de différenciation. Est-ce que tu peux nous raconter ce positionnement, la force qu'il représente pour toi et peut-être comment il a évolué lorsque vous avez été donc intégré au groupe Extend? Tout à fait. Alors, l'argument de différenciation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est je pense, indispensable et nécessaire à la vision de l'agence. Quand on a créé l'agence, on était encore à l'époque où il y avait le monde du digital, des agences digitales, de la production. C'est un monde duquel on vient avec mon associé. Et puis, il y avait les agences de pub plus classiques, à l'ancienne, si je peux dire. Hein. Mais nous, on a tout de suite eu envie de créer une structure où on mêlait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une vision sur l'accompagnement de marque, la création, la stratégie en création et la capacité à produire et à faire des réalisations dans le digital ou dans la production vidéo de très grande qualité. Et donc, c'était pour nous nécessaire et indispensable d'être au plus proche des marques parce que notre vrai métier, aujourd'hui, là, on est dans l'antre de l'ADN, c'est de comprendre l'ADN des marques, comprendre qui elles sont. Et vraiment, c'est sur cette base-là qu'on construit notre valeur ajoutée et notre offre. Et pour ça, c'est indispensable d'être très proche des décideurs et des responsables de ces marques-là. Donc, c'est vraiment le point important qui va ensuite définir la qualité de notre travail et de nos réalisations pour ces marques-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu notre esprit punk, mais à chaque fois qu'on a travaillé avec, qu'on a mis des intermédiaires dans ce dialogue avec les marques, ça a été un petit peu compliqué. Donc, chaque fois qu'on s'est un peu perdu, on a recentré vraiment notre orientation vers la compréhension de ces marques, et ensuite on vient le déployer à travers une offre qui est assez protéiforme, c'est-à-dire que
on travaille sur du branding et de l'identité, puisque c'est vraiment l'élément central qui va rayonner sur la marque. Et ensuite, on travaille sur le digital, on fait des sites internet, on fait de la publicité et du brand content. Donc avec ces 4 piliers-là, aujourd'hui, on essaye de trouver les marques avec qui on s'entend bien, qu'on comprend bien, et inversement, pour construire des relations long terme et essayer de les amener le plus loin possible et de développer l'agence comme ça. Adrien, je l'ai dit en introduction, donc tu es le président du groupe l'ADN. Ce qu'on connaît aujourd'hui surtout, c'est le média qu'il y a derrière nous. On voit cette belle revue des tendances, ces belles couvertures. Mais pour autant, l'ADN, il y a également d'autres entités. On peut penser à l'ADN, la plateforme, donc l'ADN Data, l'ADN le studio, cette agence de communication, ou le Shift encore, ce cercle de réflexion, ce think tank. Je crois que pourtant l'histoire a commencé il y a 25 ans avec quelque chose qui s'appelait Doc Marketing. Tu nous racontes? C'est sympa de me montrer aussi âgé. Effectivement, ça commence en 2000. On est 3 salariés et c'est Doc Marketing. C'est une base de données d'annonceurs qui est un annuaire papier. Et on commence comme ça fonctionne bien. Et on a une idée brillante. On se dit, on va créer une newsletter pour nos clients. Donc, on crée une newsletter pour nos clients et cette newsletter fonctionne bien. On se prend au jeu. On décide de l'ouvrir à nos prospects. Ça se tombe bien puisqu'on a une base de données pour le faire. Donc, on l'adresse à beaucoup de monde et ça marche bien. Et en plus, ça arrive à un momentum qui est intéressant puisque les 2 médias de la communication et du marketing à l'époque sont historiquement Stratégie et CB News. Et on arrive à un moment où CB News s'interrompt momentanément par un changement de direction. On prend une place qui se trouve être libre, entre guillemets, dans cet écosystème de médias de la communication et du marketing. La chose se développe et ce média s'appelle Doc News. Et donc, en fait, le média naît d'une newsletter au début interne qui est permise par le fait qu'on ait une base de données. Et c'est très marrant parce qu'en fait, on s'est pris au jeu. On est devenu journaliste par désir, ce qu'on n'était pas du tout au début. Et puis, voilà, on a une certaine audience. On n'a pas encore de modèle économique autour de ça, mais surtout, on a un nom de média qui n'est pas terrible puisqu'il s'appelle Doc News, puisque c'est le Doc Marketing News. Donc, on se dit, il va falloir assumer pleinement notre nouveau métier de média et on change de nom en 2014 et on devient l'ADN. Et au passage, comme on a un vrai désir de média, on lance un magazine papier, qui est donc la revue trimestrielle. Et surtout, on change de positionnement en se disant que l'époque a besoin plutôt d'un média autour de la communication et des tendances, de la communication des tendances et des mutations. Et ça part comme ça. Et se pose assez vite la question du modèle économique. Et il se trouve qu'en 2015, un peu par hasard, on gagne le média de marque de Castorama qui s'appelle 18h39, qui est notre premier client et avec lequel on travaille toujours aujourd'hui. Donc, ça fait 10 ans cette année qu'on fait ce média. Et c'est le début de ce nouveau modèle économique, la création de l'agence qui s'appelle l'ADN Studio. Et comme ça, de fil en aiguille, de nouveaux clients sont signés et on crée ce second modèle économique. Et surtout, on assume pleinement le fait de devenir éditeur de médias. Et puis, naît un 4e métier qui naît d'une frustration. En fait, c'est assez marrant parce que tous nos métiers sont nés naturellement et sont nés de façon assez organique. On est un peu frustré parce qu'on passe notre temps à interviewer des gens géniaux, parce que de par la nature de la ligne éditoriale de l'ADN, on passe notre temps à rencontrer des gens qui sont artistes, institutions, grosses boîtes, activistes, gens de la finance, etc. Et une fois que l'interview est passée, on perd relation avec ces gens. Donc on les voit partir et on se dit c'est dommage, ils sont chouettes, on a envie de garder relation avec eux et ils sont aussi source d'inspiration pour nous. Et on crée donc le Shift, qui est le club de l'ADN, le collectif de l'ADN, l'espèce de think tank, qui nous permet de garder relation au long cours avec tous ces gens formidables qu'on a rencontrés depuis le début. Et ça se traduit à travers des événements, des dîners, et se crée à travers ça un nouveau modèle économique. Voilà, donc c'est aujourd'hui comme ça que ça se passe. On est un peu plus d'une 50aine et on a tous ces métiers qui sont très complémentaires les uns avec les autres. Très intéressant. Donc là, on a vraiment l'histoire d'un groupe qui s'est constitué, de ce Lego petit à petit qui s'est monté. Vous, de votre côté, à l'inverse, chez Sweetpunk, tu avais cette agence qui a été rachetée donc par le groupe Extend. Je sais qu'en 2022, vos effectifs ont doublé. Je crois que vous êtes aujourd'hui 70. Quel a été un peu l'effet groupe? Est-ce qu'il y a eu un effet d'accélération sur votre croissance? Est-ce que ça a augmenté votre structuration? Qu'est-ce que ça a apporté en fait à la fois au modèle économique de ton agence et aussi à son positionnement de rejoindre comme ça ce groupe, cette émulation? Alors déjà effectivement, rejoindre un groupe, c'est une aventure extraordinaire.
je pense qui est à la fois un désir et peut-être une peur pour les entrepreneurs et les créateurs d'agences. Donc j'imagine que beaucoup comme nous avant se sont posé la question. Alors moi je dirais que rejoindre un groupe, évidemment tout le monde y voit de la croissance ou des intérêts qui se traduisent par des chiffres, mais rejoindre un groupe, c'est pas appuyer sur un bouton magique. C'est quelque chose qui se prépare et qui se travaille bien et qui se travaille aussi dans la durée, même après le rachat. Faut savoir que nous, un peu avant la période de la pandémie, on se posait pas mal de questions sur notre modèle et on était un petit peu en réflexion sur qui on était en train de devenir et qu'est-ce qu'on voulait devenir. C'est pour ça en plus que je rejoins le moment des frustrations qui sont génératrices de nouvelles idées. Et en fait, on a décidé de nous recentrer encore plus sur notre approche autour de l'accompagnement et de la proximité avec les marques, en passant un niveau sur la maturité de l'agence. On a refait notre site internet, on a préparé un peu le terrain pour gagner en maturité et pour gagner encore dans le paysage des agences de communication qui est très protéiforme. Et on a commencé par poser ces bases-là. Donc, on a vraiment bien redémarré après le Covid, et c'est là qu'a commencé la croissance. Mais c'était aussi un terrain fertile pour vraiment nous ressembler au mieux et attirer des gens qui nous ressemblent. Et en fait, c'est cette réflexion de rejoindre un groupe, elle avait commencé quelques mois avant, mais finalement, en rencontrant les bonnes personnes, on a fait finalement que très peu de recherches, puisqu'on a rencontré Franck Adouche, qui est le CEO d'Extend Group, et pour tout vous dire, c'était la première personne qu'on a rencontrée, et la personne qui nous a permis de nous rejoindre a compris l'ADN du groupe, a compris qu'il était SweetPunk parce qu'on discutait avec lui depuis quelques mois, et m'a dit bon Alexandre, je sais que là vous êtes en croissance, vous vous sentez bien, vous êtes bien reparti, tout va bien, vous n'êtes pas pressé, mais vous devriez rencontrer Franck. Et en fait, la magie a opéré, on s'est tout de suite entendu. Au bout du deuxième rendez-vous avec mon associé Stéphane, on savait qu'on allait aller au bout. Donc, il y a vraiment ce point commun qui est... alors, Extend, dans le nom, il y a l'extension, c'est l'extension des clients. C'est vraiment la vision du groupe d'être non pas un prestataire d'un service, mais d'être l'extension de tout ce qui peut arriver dans les services marketing et communication d'une marque, tous les besoins. Et cette extension-là, finalement, on l'a retrouvée, nous, dans notre façon de voir les choses, parce que pareil, chez SweetPunk, on fait beaucoup de choses et on construit autour de la marque. Et finalement, Extend faisant des métiers très complémentaires, que sont le média, le marketing local, la formation, on a trouvé un partenaire extrêmement complémentaire, mais surtout aligné sur les valeurs, et ça c'était hyper important. Donc vraiment ça se prépare avant. Okay. C'est comme ça qu'arrivent les bonnes choses, et après effectivement il y a des sujets, on est monté sur des sujets ensemble qui représentaient pour nous la moitié de notre marge brute. Donc en tant qu'agence, face à un annonceur, on ne pouvait pas aller tout seul comme ça chercher des sujets plus gros. Là, c'est ce qui s'est passé. Donc évidemment, il y a des opportunités et on se dit allez, on y va ensemble. On a même commencé avant d'avoir signé tellement voilà les opportunités étaient là. Et après, je pense qu'il faut aussi maîtriser ça dans un second temps, parce que la croissance, et on parlera après peut-être des équipes, la manière aussi de structurer l'agence pour qu'elle puisse perdurer avec son ADN et sa vision. C'est important de ne pas aller trop vite et justement de maîtriser les synergies, de maîtriser la manière dont on fonctionne ensemble. Parce que comme je vous le disais, SweetPunk a besoin d'être en contact direct avec ses clients. Donc c'est toujours un vrai défi
de tout aligner pour le bien du client. Donc ça se travaille après et c'est la phase dans laquelle on est puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on a rejoint le groupe et il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail pour générer du positif pour le groupe. Je comprends. De ce que tu dis, il y a des choses qui ressortent. Il y a l'identité, la cohérence des valeurs, la force aussi des images de marque. Adrien, je voudrais te demander, le studio a rapidement eu de très beaux projets, qu'il s'agisse de conférences, d'études ou bien sûr de marques. Comment la marque que tu avais créée sur l'ADN, la force de cette image de marque-là, la puissance de ce réseau-là aussi, a permis de nourrir aussi ton studio? En quelle manière ça a été une stratégie d'acquisition? Et plus largement, quelles sont peut-être les passerelles business qui existent et qui sont pour toi des opportunités au sein du groupe qu'aujourd'hui tu présides? Alors, il n'y a pas eu de stratégie à proprement parler, mais il se trouve qu'effectivement ça marche. Le fait d'émettre chaque jour un message, un média c'est une love brand. Donc en fait, tous les jours, on émet un message à 200 000 personnes quand même, dont beaucoup sont nos prospects. Et en fait, les gens nous aiment. Enfin, les gens qui nous lisent aiment nous lire et ont un a priori positif sur nous. Donc, ça facilite effectivement énormément la prise de rendez-vous quand on veut leur proposer des choses. On leur propose des choses qui sont réfléchies, c'est-à-dire que on essaie de travailler avec des clients qui ont un besoin qui est en adéquation avec ce que l'on propose et avec les valeurs qu'on défend. Et donc, l'obtention du rendez-vous, effectivement, est simplifiée. Et ensuite, il y a quand même quelque chose qui est très agréable, c'est que nos prospects ont un a priori positif sur le fait que ce qu'on va délivrer pour eux va être bien. Ce qui est charge à nous derrière d'être de bons artisans. Et moi, j'ai vraiment une mentalité d'artisan, c'est-à-dire que j'aime avoir cette image-là du fait de faire bien les choses. Mais c'est vraiment un a priori que l'on constate. Et donc, les gens se disent que ça va être bien. Donc, cette image-là est très facilitatrice de business, en effet. Et de fait, on a une fidélité avec les clients avec lesquels on travaille qui est très agréable. Et surtout, on est très heureux de ce studio parce que l'activité du studio nourrit aussi la rédac. C'est-à-dire tout ce qu'on fait pour les marques est très intéressant parce que c'est très souvent sur des problématiques qui sont ancrées dans l'époque et qui viennent nourrir aussi la rédaction. Donc il y a beaucoup comme ça de choses qui sont dans les deux sens. La rédaction vient nourrir le studio vient nourrir la rédaction et c'est tout à fait vertueux. Sur l'aspect aussi vertueux des différents business, évidemment, alors encore une fois, la data est au cœur de tout chez nous, puisque c'est ce qui a été vraiment cette base de données nous a permis de nous développer. Et le média est une vitrine formidable pour la base de données. Le média est une vitrine formidable pour l'agence. Et la base de données sert aussi le média puisqu'elle lui permet de délivrer, de savoir à qui on s'adresse. Je veux dire, ça nous permet de développer le nombre de personnes qui reçoivent la newsletter et ça nous permet d'avoir une information claire sur qui nous lit, ce qui est extrêmement précieux quand on veut développer l'activité, puisque évidemment, on s'adresse plutôt à des gens qui nous lisent, qui cliquent sur nos newsletters et qui ont une appétence pour ce qu'on leur propose. Très clair. Adrien, vous êtes installé à Paris, le groupe est installé à Paris, rue Chapon, dans un très bel endroit. Je crois que récemment, vous avez de votre côté chez Sweetpunk mis une antenne à Montpellier. Alors, ma question sur cette antenne, et non pas parce que je suis sudiste et chauvine au dernier degré, mais simplement ce que je souhaite savoir, c'est est-ce que ça fait partie vraiment de votre stratégie d'acquisition, mais à la fois client et aussi recrutement des talents? Est-ce que finalement, on a besoin d'avoir dans des agences, dans ces groupes, des gens qui ne sont pas de Paris? Alors, évidemment, tous les talents ne sont pas nés à Paris, même s'il y en a plein. Moi-même, je suis du Sud-Ouest, donc voilà. Et moi aussi, je suis du Sud. Eh ben voilà. Donc, on est bien. Mais bon, en fait, c'est pas du tout une stratégie d'acquisition de talents ou de clients. Surtout aujourd'hui, avec les modes de fonctionnement, la visio, les clients peuvent être où vous voulez, les équipes où vous voulez. Il y aura pas de souci a priori. Au pire, on prend un petit billet de train et tout va bien. Donc, en fait, c'est une histoire vraiment de talent. C'est une histoire de talent et de vision de marque, de vision d'agence, être capable d'amener des talents à avoir envie de nous rejoindre et avoir envie de rester et de développer cette agence-là. Mathieu tout à l'heure parlait de soft skills. En fait, Yann qui a monté l'agence à Montpellier était un de nos premiers employés.
c'est quelqu'un à un moment donné qui a envie de repartir dans le sud pour des raisons personnelles. Et je pense qu'aussi à un moment donné, il se cherchait parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des vrais soft skills, une vision créa très 360, mais qui se demandait est-ce que je suis un bon designer, est-ce que je suis un bon concepteur, et peut-être qu'il se cherchait aussi comme ça. Et en fait, quand il est parti en disant je vais peut-être devoir trouver un job à Montpellier, peut-être dans une autre agence locale, on lui a dit non, en fait tu vas monter Sweetpunk à Montpellier, et il est parti tout seul. Il a développé l'agence tout seul. Alors évidemment avec le support et la force de la marque et des leads qu'on pouvait amener pour le nourrir. Mais aujourd'hui, ils sont une petite dizaine. Ils font une partie cohérente du chiffre de l'agence. Et faut savoir qu'à un moment donné, on fait des métiers de vraiment de talent. C'est comme dans l'immobilier, c'est les trois règles, c'est localisation, localisation, localisation. En agence, c'est talent, talent, talent. Et vous pouvez pas scaler une fois que vous avez trouvé un produit, appuyer sur un bouton, mettre du média, communiquer et c'est bon. Tous vos clients sont contents. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut absolument éviter de tout centraliser. De laisser à des talents la capacité, l'opportunité de comprendre ce qu'est la marque et de la développer à leur manière. C'est ce qu'a fait Yann à Montpellier. Et si Yann était vraiment parti, on aurait tout simplement, il représente aujourd'hui 20% des effectifs, on aurait 20% de chiffres en moins. Et on s'occupe pas de ce qu'il fait, on n'a pas besoin derrière son dos. Moi, je crois beaucoup à cette vision des talents qui ont ces soft skills et qui ont compris ce qu'est l'âme et le fonctionnement de la boîte et qui vont pouvoir le développer. Donc ça, c'est hyper important dans la fidélisation de le faire parce que c'est comme ça que les clients, que ce soit Montpellier ou demain ailleurs ou sur un autre sujet parallèle, vont pouvoir aimer travailler avec les équipes. On revient à la proximité. Ouais. Tout est là. Tout est là. Vous ne pouvez pas servir un client, à notre échelle en tout cas. Sur certains très très grands comptes, j'imagine que oui, il faut des équipes énormes, mais il n'y a pas besoin d'être beaucoup aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, quelques soft skills, des bons experts. Une petite équipe peut faire des merveilles. De l'homme avant tout. Chez l'ADN aussi, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'opportunité, c'est une histoire d'amour finalement avec différents métiers. Je trouve très intéressant dans ce modèle puzzle qui s'est construit au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous dire, Adrien, aujourd'hui, entre d'une part la donnée, d'une part le think tank, d'une part l'agence et le média, quelle force ça te donne, quelle résilience ça te permet de te donner lorsque la conjoncture économique que l'on connaît tous est peut-être moins favorable? Comment finalement ces briques que tu as entassées pour avoir la maison que tu as aujourd'hui te permet de résister quand le vent est un peu fort? C'est joli. C'est super important. C'est super important parce qu'on a créé des modèles économiques qui n'adressent pas les mêmes clients. On a pour l'ADN Data des clients qui sont plutôt des agences et pour le studio des clients qui sont plutôt des annonceurs. Et pour le média, les abonnés aux médias, des clients qui veulent bien s'abonner aux médias, donc qui sont tout azimut. Et en fait, cette diversité de profils de clients est absolument importante pour rester résilient. Ça nous a beaucoup aidé quand le vent a tourné. Ça nous a permis de rester, d'être toujours là. En fait, c'est important d'avoir différents métiers, mais c'est important d'avoir différents métiers qui s'adressent à différentes typologies de clients. C'est surtout ça le truc. Et voilà. Donc, en fait, encore une fois, tout ça s'est construit de façon très organique et de façon naturelle, mais il se trouve que c'est comme ça et que c'est heureux. Eh bien, merci à tous les deux. Je vais vous demander quelques minutes, juste le temps qu'on puisse faire revenir Mathieu, et puis pour vous donner la parole, que vous puissiez poser vos questions à nos invités. Première question, elle s'adresse à Mathieu. Est-ce que l'acquisition, c'est un métier de communicant, finalement? On a vu que c'était pas une start-up, mais est-ce que l'acquisition média, c'est pas un peu vulgaire dans le monde de la communication, hein? En fait, nous, notre métier, c'est finalement du marketing pur et dur, c'est diffuser le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Alors, communicant, je sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on a pour habitude de dire, c'est que l'acquisition, quand on fait de la pub en acquisition, c'est vrai que c'est un peu
la partie technique du marketing, mais en fait, c'est très, très émotionnel. Donc, il y a aussi du branding dedans. Alors, je sais pas si ça répond à la question. Communicant, c'est toujours un peu négatif pour moi parce que ça veut dire essayer de faire passer un message d'une certaine manière. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai une interprétation qui est mauvaise. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire et que tout à l'heure a été dit, on essaie de faire les choses efficaces et elles sont efficaces quand elles sont justes et naturelles. Voilà. Merci Mathieu. Une question pour tous les deux peut-être maintenant. Comment vous imaginez faire évoluer votre activité dans les années à venir? Vous avez rejoint un groupe ici, vous avez créé un groupe ici. Dans les années à venir, quelles sont les prochaines briques de vos Lego? Nous, on a très envie d'aller en région. Ça va te faire plaisir. Et on crée d'ailleurs le Shift, donc le club de l'ADN Sud, bientôt. Donc voilà, j'ai vraiment envie de ça. C'est une bonne question et elle est d'actualité. Comme je te l'avais dit, nous on est deux associés, deux fondateurs, avec aujourd'hui Stéphane qui on va dire dirige l'agence d'un point de vue opérationnel. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et aujourd'hui, dans le cadre du groupe, je vais aussi prendre un peu de hauteur pour réfléchir à tout ça et avoir du temps pour y penser. Donc, il y a évidemment les idées des petites équipes qui peuvent naître géographiquement ou en tout cas structurellement ailleurs. Moi, je crois beaucoup à la puissance, encore une fois, des soft skills, de la bonne vision de la marque. Et évidemment, avec l'IA, on va pouvoir faire des choses incroyables. Tous les gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de sensibilité pour les problématiques des clients vont pouvoir, en petite équipe, voire seul, j'aime pas le mot parce que c'est pas du tout l'idée, mais en tout cas être capable de déployer des choses incroyables. Donc la technologie, le secteur, l'activité, la typologie de clients, finalement, c'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre et garder, c'est l'ADN de notre agence et de notre groupe. Et encore une fois, essayer de déployer des petites idées qui vont pouvoir donner des choses peut-être incroyables à l'avenir. Donc, il faut prendre le risque de pas trop formater, de pas trop centraliser les choses et essayer de mettre des process partout. Il en faut. Ce qu'il faut, c'est comprendre les opportunités, comprendre les talents. Et là vont émerger des choses. Mais après, je suis pas devin, je peux pas dire ce qui va marcher ou pas. En tout cas, le potentiel de croissance pour les agences qui comprennent les marques est très puissant. Et encore une fois, Mathieu parlait de performance. Moi, je pense qu'une marque qui a souvent, on nous pose la question. Nous, on va poser la question. Alors, cette campagne, c'est notoriété ou performance? Et les clients veulent les deux. Ils ont raison, parce qu'en fait, si vous faites de la performance et qu'il n'y a pas de marque, dès que vous coupez le marketing, finalement vous disparaissez. Tandis que si vous mettez de la marque dans ce que vous faites, la longue traîne et va être beaucoup plus puissante dans l'efficacité. Donc, je pense qu'il faut continuer à développer des choses transversales et il faut des talents, il faut des gens intelligents qui vont pouvoir réfléchir à 360 et les outils qui arrivent là vont nous permettre de faire tout ça. Super, ça rejoint ma prochaine question. Donc, vous parlez talent, vous parlez recrutement. Le thème de ce webinaire, vous vous en souvenez, c'était ces agences, ces dirigeants qui bouleversent les codes du marché. Le marché aujourd'hui est quand même en partie bouleversé par l'émergence des freelances. Il y en a de plus en plus nombreux. Pour vous, opportunités, menaces, on a compris que chez chacun d'entre vous, l'intégration, la ressource humaine, le talent était indispensable à la structuration de vos entreprises. Est-ce que l'exponentielle croissance des free, pour vous, c'est une opportunité pour vos agences ou au contraire, c'est des modèles plus compliqués à intégrer dans vos métiers aujourd'hui?
Moi, je trouve que c'est précieux parce que ça permet de pouvoir travailler avec une diversité. Nous, on travaille beaucoup avec des pigistes, par exemple, à la rédaction et au studio. En revanche, le bémol qu'on peut y trouver, c'est la culture d'entreprise. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte d'avoir... c'est difficile hein, quand on travaille avec des freelances d'avoir ça. Et donc, il y a évidemment moi, j'ai toujours une culture d'intégrer les gens de façon permanente. C'est très bien en termes de culture d'entreprise, c'est très coûteux. Donc, voilà, je dirais que ça dépend beaucoup des conjonctures dans lesquelles nous sommes. Et en fait, pour avoir cette culture d'entreprise, il faut avoir vraiment une relation au long cours et extrêmement régulière avec les freelances avec lesquels on travaille. Ouais, pour ajouter quelque chose, tout simplement, ce qu'on remarque et ce qui se passe, c'est que les mondes deviennent poreux entre l'entreprise et le freelance. Aujourd'hui, nos employés sont en flex office, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de travailler de chez eux ou à l'agence comme ils veulent et ça change absolument rien du moment où il y a cette culture d'entreprise et cette volonté d'avancer dans le même sens. Les freelances viennent à l'agence, pareil. Donc il y a vraiment parfois les pistes qui se brouillent un peu. On a des freelances qui travaillent historiquement avec nous et qui sont comme partie de l'agence. Il y a des gens avec qui ça matche pas parce qu'ils viennent et en fait, voilà, on s'entend pas sur la culture et ils repartent. Donc la culture de l'entreprise, elle est essentielle. C'est le pilier de la marque. Après, je pense que ça va encore bouger et encore plus dans ce sens-là, où voilà, il faut surtout pas revenir en arrière et il faut voir le monde comme il est et on va pas aller à contresens. Mathieu, je sais que, Moi, vraiment tu aimes les freelances. La culture, c'est ce qu'on a de plus précieux, selon moi, parce que c'est ce qui fait que les gens partagent quelque chose et ont une cause commune et avancent dans le même sens. Une équipe, pour moi, elle s'entraîne aussi ensemble. Et une équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui partagent les mêmes croyances. Donc, freelance, il n'y en a pas. On bosse pas avec des freelances. Et télétravail, alors, sur certaines fonctions, qui sont des fonctions support, oui. Pour ceux qui sont aujourd'hui le cœur de notre business, à savoir l'équipe opérationnelle, c'est no way. Pas possible parce qu'encore une fois, ils doivent pouvoir échanger ensemble tous les jours parce qu'il y a une culture de l'oral qui est importante chez nous, même s'il y a des process, même s'il y a des choses qui sont écrites. L'échange est hyper important. Et donc, ouais, du coup, je suis un peu... on est un peu... surtout moi, on va pas se mentir. Mais sur ça, je suis un peu intransigeant parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des résultats qui sont très forts. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc après, on verra. On a des boîtes qui sont, je pense, de pas la même taille. On est plus petit que mes deux compères qui sont à côté. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. On verra sur la suite. Mais ouais, la culture, c'est quelque chose qui doit se poser dès le début et qui met du temps. Surtout au début. Ouais, c'est trop important. Et on est dans la phase de consolidation chez nous sur laquelle on met des choses vraiment en place. Je te rejoins complètement sur le fait qu'on ait besoin de prendre du temps. Et c'est ce qui va faire la scalabilité. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est en tout cas la croissance parce qu'on sera jamais à 10 000 personnes chez nous. Est-ce que c'est d'ailleurs ce qu'on a envie de faire? Je suis pas sûr. Mais voilà, bon, c'est une réponse un peu... Non, un peu large. Et ma dernière question va permettre d'introduire la thématique du prochain webinaire. Vous le savez maintenant, c'est un rendez-vous chez l'ADN Data. Comment les engagements environnementaux, les engagements féministes ont bouleversé vos métiers? Ça sera la prochaine thématique, mais j'aimerais quand même, messieurs, puisque vous êtes là, vous entendre et que vous puissiez dire un mot sur ces sujets-là, puisque c'est vrai que vous avez quand même des profils et des métiers différents. Comment, en fait, l'évolution de ces problématiques sociétales ont bouleversé ce que vous faites quotidiennement, s'il vous plaît? Par le renoncement. Nous, on ne travaille pas avec certains clients. Par un engagement aussi, puisque au-delà du fait d'être média, on est également acteur d'un certain nombre de choses, notamment par le biais des livres qu'on publie sur le sujet de la transition écologique. D'ailleurs, on vient de publier hier un livre qui est le premier bouquin qui chiffre l'adaptation de la France au changement climatique à l'horizon 2050. Donc, on essaie d'être à la fois un média, mais aussi d'apporter notre pierre à l'édifice
via la publication de livres. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est un sujet passionnant, mais qui est tellement énorme qu'on ne sait pas forcément par où le traiter. Je vais parler plutôt de surconsommation, peut-être pour prendre cet exemple-là. Moi, il y a un homme que j'adore, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui s'appelle Matthieu Ricard, un moine bouddhiste, vous connaissez. Et dans la philosophie bouddhiste, vous savez, on dit souvent que tout est interconnecté. Il n'y a pas une cause, une raison, c'est tous ensemble, c'est tous ensemble ou rien. On est tous interconnectés. Et pourtant, malgré ça, il fait un petit impair à chaque fois qu'il parle de marketing et de publicité, où il est très tranchant là-dessus. Et finalement, voilà, on voit la version qu'il y a peut-être pour ces métiers. Et c'est vrai que moi j'ai envie de me dire, ok, du coup, très bien. Donc tous les annonceurs font moins de pubs, vendent moins. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ok, on coupe tout, on vend moins, mais derrière il y a tout un système. C'est quoi? Après on licencie. Donc on peut pas juste penser de manière binaire. On est obligé d'accompagner tous les annonceurs dans leur volonté de transformation, que ça soit des pétroliers ou des associations. Nous, on a des clients très variés. Donc, on ne fait que suivre et amplifier une tendance qui est nécessaire dans nos métiers. Je pense que pour l'image, on peut dire oui, effectivement, non à ci, non à ça, et on peut le croire. Mais si on veut accompagner le monde, il faut faire face à vraiment l'envie, même de ceux qui ont peut-être été moins ou plus la cible de critiques par le passé, les aider à se transformer sur ce qu'on peut leur apporter. Nous, c'est un sujet complexe déjà parce que on est une boîte qui a uniquement 4 ans, donc on reste quand même focus sur des objectifs en particulier de croissance, de pérennité dans le temps. On n'a pas... alors, on fait des choix. Il y a des marques avec lesquelles on ne travaille pas. On l'a déjà fait par le passé. Stéroïde, aujourd'hui, très honnêtement, n'est pas engagé plus que ça, si ce n'est sur ses choix et les choix avec les boîtes avec lesquelles elle travaille. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, c'est un sujet de fond. Je pense que c'est plus qu'un sujet qui touche les sociétés. Il touche d'abord les hommes, donc il touche les nouvelles générations. Nous, on le voit parce que c'est vrai qu'on a des gens chez nous qui sont jeunes et qui pensent différemment. Donc, bon, vecteur, oui. Aujourd'hui, on a une rationalité à avoir qui est que chez Stéroïde, c'est pas encore le sujet, mais ça arrivera sur des sujets bicorp ou des éléments comme celui-là. Mais c'est vrai qu'on va pas mentir, c'est pas notre temporalité aujourd'hui. Je pense que je dirais pas que c'est un problème de riche, absolument pas. On essaie juste pour l'instant à notre petite échelle de faire les choses justes et bien. Voilà. Le mot de la fin, faire les choses justes et bien. Ouais, je pense que c'est important. Super. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Et bien, rendez-vous pour le prochain webinaire sur les engagements donc dans le monde de la com.